sur le podcast de l'été d'Antibes Juan les Pins, le podcast qui s'écoute les pieds dans le sable. Juan les Pins, c'est la station balnéaire d'Antibes. Mais c'est aussi un lieu emblématique de la Côte d'Azur qui regorge d'histoires cachées. Dans cet épisode, notre désormais célèbre archiviste et historien de la ville, Alain Bottaro, nous offre des pépites énormes sur Juan les Pins et toujours sur le même ton décontracté. Pour moi, la plus belle, c'est sans doute sa parenthèse toponymique. Elle est à la fin de l'épisode. Allez, je vous emmène sur le Pré des Pêcheurs, c'est là que nous avons préparé cet épisode. Bonjour Alain. Bonjour Jean-François. Il y a quelque chose qui me travaille, c'est que je crois que Juan les Pins n'existe pas depuis si longtemps que ça. La station a été créée à partir d'une plage vierge dans les années 1881-1882. Il y a un avant et un après. Avant, c'est coquillages et crustacés sur une plage abandonnée. C'est un site tout à fait vierge avec une magnifique pinède, les dunes, le sable fin, les rochers. Et à cet endroit idyllique de la Méditerranée, les peintres venaient planter leurs chevalets pour faire de magnifiques tableaux. C'était vraiment le lieu pittoresque au sens premier du terme, c'est-à-dire ce qui est digne d'être peint. Alors là, on est donc au 19e siècle. Parmi les peintres, on peut citer, excusez du peu, mais Claude Monet. Lui, il a habité au château de la Pinède. C'était une des rares constructions qu'il y avait à l'époque. Et il a peint toute une série donc, de toiles sur la Pinède de Juan les Pins. En quelle année, redis-moi ? Dans les années 1880-88. Il y a eu Picasso, qui a aussi séjourné et peint à Juan les Pins dans les années 1920-1930. D'abord, le nom même de Juan les Pins est une création, dans les années 1882. Et il y a un groupe de financiers, des Canois, des Parisiens, mais aussi des architectes et des entrepreneurs d'Antibes. Ils décident de se regrouper pour une affaire particulièrement juteuse, c'est d'acheter toutes ces dunes, ces terrains et cette pinède, de faire des lots, de vendre pour construire des villas. J'ai l'impression que ça a bien marché. C'est le démarrage du futur Juan les Pins. Mais au départ, il faut même inventer le nom. Il n'y avait absolument rien. Alors, on demande un nom, on pourrait dire, publicitaire qui accroche les futurs clients qui étaient des aristocrates, des nobles. Donc, on va chercher le duc d'Albanie. Ce personnage était un des fils de la reine Victoria. Et il avait l'habitude de venir l'hiver séjourner à Cannes. Et on lui demande de bien vouloir parrainer l'opération et que la nouvelle station qui serait créée s'appellerait Albanie-les-Pins. Voilà. On a échappé à donc, ça. Belle entreprise, on pourrait dire, de marketing aristocratique. Mais catastrophe, le fameux duc meurt entre-temps. Donc là, la tête de gondole, en quelque sorte, s'évanouit. Et il va falloir trouver un autre nom pour l'opération. On se souvient donc il y a des pins et qu'on est au bord du golfe Juan. Et on va dire Juan les Pins. Et on a une jolie petite station aristocratique jusqu'en 1914. Et à partir de 1918, là, je frappe les 3 coups du deuxième acte de Juan les Pins. C'est le moment américain. Attention. Voilà. Alors là, c'est le grand départ, le grand décollage de Juan les Pins au firmament de la mode internationale de l'époque. C'est le lieu où il faut être depuis les années 1920 jusqu'aux années 1950, quand on veut être à la mode et qu'on veut profiter de la plage. Alors les Américains, ils sont venus là. Pourquoi ? Parce que c'était des jeunes Américains qui avaient commencé à connaître la Côte d'Azur à un moment où ils avaient été soldats lors de la Première Guerre mondiale.
Les hôtels de la Côte d'Azur avaient été transformés en hôpitaux militaires pour soigner les blessés. Et donc parmi eux, il y avait des Américains. Et à partir de 1919-1920, parmi ces Américains, il y avait des artistes, des intellectuels qui ont été fascinés par la Côte d'Azur. D'abord, ils venaient l'été en villégiature et vraiment s'installer sur la Côte d'Azur et particulièrement à Jean-les-Pins. Il faut imaginer à l'époque qu'avant ces Américains, on venait en vacances l'hiver sur la Côte d'Azur. Oui, tout était fermé l'été parce qu'on trouvait qu'il faisait trop chaud sur la côte. Ces Américains, eux, ils sont venus avec une autre mentalité. C'est-à-dire montrer son corps, l'exposer pour bronzer, faire du sport sur la plage. C'est le premier lieu à Jean-les-Pins, le premier endroit en Europe où on pratique le ski nautique, par exemple. Ah oui, on avait entendu dire que c'était là qu'était né le ski nautique. Oui, voilà. Ça, il y a eu un moment américain, quelque chose d'assez unique dans l'histoire même du tourisme mondial. Je pèse mes mots. On passe donc avec ces Américains de la saison d'hiver à la saison d'été qui a bouleversé l'histoire du tourisme et singulièrement Juan-les-Pins a été la figure de proue, on pourrait dire, de ces stations balnéaires de l'été. Alors parmi les personnages de ce moment américain, il y a des personnages emblématiques. Il y a l'écrivain Francis Scott Fitzgerald, parce que lui, il est venu habiter Jean-les-Pins à la Villa Saint-Louis. Ça n'est autre que la première construction qui va donner naissance, à partir de 1929, au fameux hôtel Les Belles Rives, qui est un joyau de l'art déco. Donc Francis Scott Fitzgerald recevait ses amis. On peut citer Hemingway, le grand écrivain américain, le compositeur Cole Porter aussi qui venait. Et une autre figure américaine, c'est le milliardaire Frank J. Gould. La famille avait fait fortune dans les chemins de fer aux États-Unis. Il va habiter cette splendide villa, La Vigie, qui est un petit château à côté de l'hôtel Les Belles Rives. Il va être le promoteur, le fondateur du palace Le Provençal, qui va être un des hauts lieux de Juan-les-Pins des années 1920-1930. Et enfin, troisième acte, là on arrive dans les années, fin des années 1950, début des années 1960. Et ça commence par une belle histoire, un mariage. Un de ces Américains qui fréquentent Juan-les-Pins, c'est Sidney Bechet, excusez de peu, se marie en 1951 à Antibes. Alors le cortège de la noce a laissé un souvenir impérissable dans la mémoire de la Côte d'Azur et des Antibois en particulier. Il faut imaginer un cortège qui part de la place nationale, qui remonte jusqu'à la mairie, avec un orchestre de jazz et toutes les grandes personnalités de l'époque. Je peux citer Mistinguett par exemple. Mais malheureusement, Sidney Bechet meurt en 1959. Et la ville d'Antibes décide de rendre hommage aux musiciens en créant un festival du jazz qui va commencer l'année suivante, en 1960, dans la Pinède de Jean-les-Pins. Et voilà, la boucle est bouclée sur cette Pinède. Exactement, et de là, le succès ne s'est pas démenti. Juste pour terminer sur les pépites de Juan-les-Pins, tu m'avais parlé aussi la dernière fois d'une villa avec une architecture un petit peu particulière de ces époques-là. Ah là, tu me fais plaisir, Jean-François. Dis-moi. Un petit focus architectural sur la villa El Djezaïr. Oui. La villa El Djezaïr, connue maintenant sous le nom de Villa Djouna, est en quelque sorte une figure de proue, la figure de proue néo-mauresque, qui regarde en direction de Golfe Juan, au bout de la plage de Juan-les-Pins. Oui. El Djezaïr, ça veut dire en arabe la ville d'Alger. Il s'agit d'une sorte de carte postale architecturale. Monsieur et Madame Camille Chrétien, donc des Français qui vivaient en Algérie, s'établissent en 1920 à Juan-les-Pins. Ils font construire une villa et ils commandent
à l'architecte Ernest Truche une villa en style néo-mauresque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce néo-mauresque ? Oui. Eh bien, c'est un style imaginé par des architectes français, mais qui puise sa source d'inspiration décorative dans le répertoire de l'architecture traditionnelle du Maghreb. Alors là, en matière de néo-mauresque, la Villa El Jezaïr, Villa Djouna, c'est un vrai showroom. Parce que sur une surface relativement restreinte, eh bien, tu vois une tour en forme de minaret, des moucharabiés, des créneaux qui surmontent les façades au niveau du toit, et des baies en arc que les spécialistes qualifient d'outrepassés. Tu sais, ce sont ces arcs en forme d'arabesque. Oui. Et pour agrémenter la façade toute blanche, et il y a aussi des fenêtres avec des verres colorés. Maintenant, parenthèse toponymique. Allons-y. Étude des noms de lieux. Juan, golfe Juan, c'est pas le golfe de Rouen ou de Jean. Hein? C'est pas du tout ça. C'est qu'en provençal, gourk, ça veut dire le trou d'eau. Et Jean, c'est un augmentatif. Gourjan, le gros trou d'eau. C'était toute l'étendue marécageuse qui se trouvait au quartier du Lozère, c'est-à-dire en bordure de la mer, mais côté terre, il y avait des marais qui séparaient la commune d'Antibes de celle de Valoris. Et de ce gourjan, ce gros trou d'eau, quand on a dressé les premières cartes maritimes, les cartographes du roi, eh bien ils ont pris ce vieux nom de gourjan du marais qu'il y avait à côté, et ils se sont dit, gourjan, golfe, il y a un golfe ici, on va appeler golfe Jean, qui rappelle le gourjan ancien. Voilà comment est né le nom du lieu golfe Juan. Et à partir, comme je te l'ai expliqué, ensuite, Juan-les-Pins, en 1882. Écoute, merci Alain de ces pépites juanaises justement. Et on ne manquera pas de refaire quelques autres épisodes sur d'autres pépites. Mais ça, on en saura plus bientôt. Merci Jean-François. Au revoir. Ce podcast est réalisé par la direction Presse Communication de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins.